est en pleine séquence banque centrale et c'est le sujet qui est à la une de cette émission de la mi-journée. Frédéric Ducrozet est avec nous en vidéoconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. On a vu un Jérôme Powell calme et déterminé hier soir qui semble avoir trouvé pour l'instant un bon équilibre en matière de communication pour rester, disons-le, maître du calendrier de la Réserve fédérale américaine face à la pression des marchés. Qu'est-ce que vous retenez de cet exercice hier soir du président de la Fed, Frédéric? Effectivement, la communication de la Fed et de son président en particulier, Jérôme Powell, est excellente. Elle est accueillie comme telle par les marchés. C'est une des mesures seulement. Le but de la Fed n'est pas de faire monter les marchés, soyons clairs, mais néanmoins de communiquer cette stratégie très prudente, très graduelle de sortie progressive du quantitative easing. Le rythme de 15 milliards de baisse de ces achats est celui qui était attendu. Il y a un petit degré supplémentaire de flexibilité qui, à mon avis, est bien vu également dans l'idée que, en fonction des développements sur le front de l'inflation notamment, là où on a quand même toujours une grande incertitude, ce rythme de réduction des achats pourrait être ajusté à la hausse, à la baisse. Et puis il y a plus généralement, même s'il y a d'abord toujours beaucoup de prudence dans le communiqué, cette idée peut-être d'une ouverture d'esprit, d'une ouverture à tous les scénarios possibles, et en tout cas d'une incertitude qui reste élevée vis-à-vis, encore une fois, de l'inflation. Powell nous dit qu'un pic est attendu autour du deuxième ou troisième trimestre de l'année prochaine. Premièrement, ça laisse du temps. Les marchés vont pouvoir digérer les prochains chiffres d'inflation sans peut-être surréagir en termes de conséquences pour la Fed. Et puis deuxièmement, ça laisse aussi des perspectives, non seulement sur le taper, mais sur les taux d'intérêt surtout, pour une hausse de taux qui peut être décalée, qui peut être revue en fonction de cette inflation. Je crois qu'il y a beaucoup d'humilité finalement de sa part, et ça c'est plutôt bien perçu. La seule chose que j'ajouterais peut-être pour nuancer cette prestation, c'est que Powell vient d'abord 7 ans après le taper tantrum de Ben Bernanke, avec peut-être ces leçons du passé qui ont été apprises à la Fed, et puis surtout dans un contexte très différent où le marché, d'autres banques centrales aussi dans le monde, entre guillemets, font le travail pour lui. Et quand le resserrement se produit comme ça depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, mécaniquement, la Fed peut en faire moins et peut peut-être absorber cette décision plus facilement dans les marchés. Donc tout était aligné et c'est tant mieux. Maintenant, les yeux rivés toujours sur ces chiffres d'inflation dans les mois qui viennent. Oui, effectivement, les chiffres du marché du travail également. Je note quand même que dans la hiérarchie des facteurs qui sont suivis par Jérôme Powell en premier lieu et par la Fed en général, la question du marché du travail, Frédéric, visiblement reste la priorité toujours pour Jérôme Powell. Le discours évolue un peu sur l'inflation, mais Jérôme Powell veut continuer de mettre le marché du travail à la une comme facteur prioritaire de la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine. C'est un très bon point, absolument essentiel dans sa communication. Alors, c'est facile là aussi, entre guillemets, puisque la Fed, contrairement à la BCE, a un mandat double sur l'inflation et le plein emploi. C'est d'autant plus facile, peut-être même manipulable, entre guillemets, dans la mesure où on ne sait pas ce que signifie le plein emploi. Et d'ailleurs, Jérôme Powell a refusé de le quantifier. Et toujours est-il qu'aujourd'hui, le taux de chômage est à 4,8%, avec beaucoup de bruit statistique sur la participation, notamment des femmes, d'ailleurs, aux États-Unis. Et que la cible de taux de chômage ou la prévision un peu d'équilibre à long terme du FOMC est de 4%. Donc même de ce point de vue-là, vous avez là aussi de la marge. Ceci étant, si l'inflation ne fait qu'accélérer dans les mois qui viennent, ce qui n'est pas du tout notre scénario, ni celui du marché, mais si on avait à nouveau des surprises, la Fed pourrait difficilement ignorer cet aspect du mandat. Donc ça reste quelque part aussi un peu de communication pour le moment pour atténuer l'effet de cette poussée inflationniste. Alors que Jérôme Powell et la Fed tentent de réfréner encore un peu les ardeurs du marché sur de futures hausses de taux, d'autres banques centrales, vous l'avez dit Frédéric, avancent à marche forcée, sans préavis parfois. En l'occurrence, la Banque d'Angleterre a signalé visiblement qu'il y avait une probabilité très forte d'une hausse de taux au cours de la réunion qui se déroule en ce moment. On aura d'ailleurs la communication d'ici quelques minutes. On verra ce qu'il en est, Frédéric, mais est-ce que la situation au Royaume-Uni pour la Banque d'Angleterre est très différente au point qu'une hausse de taux dès aujourd'hui pourrait être appropriée? La situation est très différente, mais dans un sens beaucoup plus fragile. De mon point de vue, d'un point de vue fondamental, si vous croyez
à cet environnement, disons, de ciblage moyen de l'inflation, de patience des banques centrales, voire de tolérance pour un peu de surchauffe et un peu d'inflation, alors la Banque d'Angleterre est à risque peut-être d'une erreur de politique économique aujourd'hui. Effectivement, une hausse des taux est très probable, mais la justification, quand on creuse, elle est presque absurde. Il faut qu'on monte les taux parce que on attend de nous qu'on monte les taux, parce que l'inflation est plus élevée qu'ailleurs, parce que la crise énergétique est plus aiguë, notre dépendance notamment au pétrole et aux énergies fossiles. Donc il y a des mauvaises raisons dans l'argumentaire de la Banque d'Angleterre. Et puis en plus, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque ce sont eux qui sont venus signaler cette hausse de taux et qui maintenant se sentent obligés de la délivrer. Donc il y a effectivement cette Banque centrale un peu au milieu. Elle n'est pas toute seule. Beaucoup d'autres, en Pologne, en République tchèque et dans d'autres pays sont en train également aussi de monter les taux en Europe. Mais ça reste néanmoins la première banque centrale d'un grand pays développé qui va effectivement délivrer cette hausse de taux. Je pense que ce qui peut se passer dans le marché, et même d'ailleurs au comité de politique monétaire de la BOE, c'est que de la Banque d'Angleterre, c'est qu'on va en faire une, peut-être une deuxième en février, et que le plus probable est d'attendre, de voir un peu ce qui se passe, de voir l'évolution des conditions économiques et de l'inflation, avec l'idée d'une plus grande prudence une fois qu'on aura montré quelque part qu'elle est suffisamment crédible et que les anticipations d'inflation ne dérapent pas après ce premier geste. Bon, à suivre, on pourra commenter la décision de la BOE dans l'émission ce soir. Frédéric, si on regarde les marchés, notamment les marchés actions et les marchés obligataires, d'ailleurs, je note que l'indice de volatilité des marchés obligataires n'arrête pas de monter et on peut le comprendre. On est en plein virage de politique monétaire. Les obligataires sont en train de chercher le bon pricing, le bon moment pour intégrer de futures hausses de taux. Plus la volatilité des marchés obligataires monte, plus la volatilité des marchés actions est en train de rebaisser, Frédéric. Ce qui propulse les indices actions alors vers de nouveaux sommets. On parle des 7000 points désormais pour le CAC 40. Qu'est-ce que vous dites de cette situation qui peut paraître un peu vertigineuse peut-être ? Il y a beaucoup d'éléments. D'abord, on est quand même encore dans une saison de résultats, certes avec beaucoup d'inquiétudes croissantes dans beaucoup de domaines et de secteurs en termes d'inflation, de poussée de coûts des intrants, de la matière première et des pénuries de main-d'œuvre. Mais dans l'ensemble, les profits des entreprises sont toujours bons, voire excellents, et les surprises sont plutôt favorables, alors même qu'on entre dans une phase où la comparaison par rapport à un an, donc la croissance des profits devient moindre. En tout cas, on n'est plus sur les niveaux stratosphériques des derniers trimestres. Il y a également un petit peu d'expansion de multiples. Donc tout ça bout à bout, les marchés font plus que tenir, ils se comportent plutôt bien. Et je pense que pour revenir aux banques centrales, vous avez toujours un environnement de taux d'intérêt réel notamment, extrêmement faible, étonnamment stable d'ailleurs, moins 1% aux États-Unis. C'est un environnement qui est plutôt cohérent avec des valorisations relativement élevées et avec des marchés qui peuvent continuer de bien performer. Et je le rappelle toujours, un peu d'inflation, jusqu'à même 3% ou plus, c'est pas mauvais pour les actions. Il suffit simplement d'ajuster la stratégie vers ces secteurs et ces entreprises qui en bénéficient et d'ailleurs dans la plupart des cas qui sont moins chers que l'ensemble du marché toujours, malgré les fortes performances qu'on a vues dans le secteur énergétique ou dans les financières. Donc, ce n'est pas forcément une énigme. Effectivement, la volatilité monte un petit peu sur l'obligataire, mais à des niveaux toujours historiquement relativement bas. Les choses se passent plutôt bien. Et puis, on arrive presque en fin d'année maintenant, avec peut-être moins de risques évidents pour les marchés. Les croix ont été cochées sans trop de catastrophes. Le taper est passé, les échéances électorales également. La saison des résultats offre un petit peu plus de visibilité, même s'il y a toujours des risques. On peut justifier, en tout cas ex post, que les marchés actions continuent de se comporter plutôt bien et on verra ce qui se passera dans les semaines à venir. Et oui, le mur des craintes est en train d'être enjambé par les investisseurs aujourd'hui. On aime bien toujours jouer un peu à se faire peur pour ensuite se rassurer, ce qui semble être le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet qui était avec nous à distance depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management.